Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument central, mais souvent délicat à aborder, la santé mentale au travail. On va parler de ce qu'on appelle les risques psychosociaux, ou RPS, comment on les repère avant qu'il soit trop tard, et puis, au fond, qui est responsable de tout ça. On va décortiquer tout ça ensemble. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va poser le décor, prendre la mesure du problème avec quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Ensuite, on va définir clairement ce que sont les RPS, le stress et le burn-out. Après ça, on verra comment on peut apprendre à détecter les premiers signes, les fameux signaux faibles, et pour finir, on verra que la solution, elle est l'affaire de tous. Allez, on commence par un état des lieux. Pas besoin de longs discours, quelques chiffres suffisent pour voir l'ampleur de ce qu'on peut appeler une crise silencieuse. 40%. C'est un chiffre qui frappe quand même. Ça veut dire que près d'une personne sur deux se sent épuisée par son travail. Et là, on ne parle pas juste d'un petit coup de fatigue, mais bien d'un sentiment d'épuisement profond qui pèse sur le quotidien. Et encore plus révélateur, 7 salariés sur 10. 7 sur 10 font un lien direct entre leur état psychologique et leur travail. Le travail n'est donc pas un petit facteur parmi d'autres. Pour beaucoup, il est au cœur du problème. Ce qu'on voit ici, c'est que cette détresse ne touche pas tout le monde de la même manière. Les plus jeunes, les femmes, et c'est assez paradoxal, les managers eux-mêmes sont en première ligne. C'est la preuve qu'il y a des vulnérabilités spécifiques liées au statut ou au genre. Bon, maintenant qu'on a une idée de l'ampleur du phénomène, il est temps de mettre des mots précis dessus. Qu'est-ce que c'est, au juste, un risque psychosocial ? Alors, les RPS, ce n'est pas un concept vague. En fait, on peut les classer en 3 grandes familles. D'abord, il y a le stress, on y reviendra juste après. Ensuite, les violences internes, c'est-à-dire tout ce qui est harcèlement, conflits lourds entre collègues. Et enfin, les violences externes qui viennent, comme leur nom l'indique, de l'extérieur de l'entreprise. Si on creuse un peu, l'organisme de référence sur le sujet en France, l'INRS, a identifié 6 causes profondes. Bien sûr, il y a la charge de travail, mais il y a aussi des choses plus fines, comme le manque d'autonomie, des relations tendues, ou encore ce qu'on appelle les conflits de valeurs, quand on a l'impression que son travail heurte ses propres convictions. Justement, faisons un zoom sur les 2 conséquences les plus connues de ces risques, le stress et son cousin plus grave, le burn-out. La chose la plus importante à retenir sur le stress, c'est cette idée de balance. Le stress, ce n'est rien d'autre qu'un déséquilibre. D'un côté de la balance, on a les contraintes, la pression, et de l'autre, les ressources qu'on a pour y faire face, le temps, le soutien, l'autonomie. Quand la balance penche trop du mauvais côté, le stress apparaît. Et ce déséquilibre, il n'est pas d'anodin. Il laisse des traces bien réelles sur le corps et l'esprit. Fatigue chronique, troubles du sommeil, anxiété, ce ne sont pas juste des sensations, ce sont de vrais symptômes qui doivent alerter. Le burn-out, attention, c'est encore une autre étape. Ce n'est pas un gros stress, c'est un véritable syndrome d'épuisement qui arrive après une exposition à un stress permanent qui dure. Il y a 3 piliers. L'épuisement émotionnel total, une sorte de cynisme de détachement vis-à-vis de son travail et le sentiment de ne plus rien accomplir de bon. Cette image l'illustre parfaitement. Le burn-out, c'est ça. Le sentiment d'être complètement vidé, que toutes les réserves d'énergie émotionnelle sont à sec. La batterie est un plat et impossible de la recharger. Ok, on a posé les définitions. Mais le mieux, c'est encore de ne pas en arriver là. Et pour ça, il y a une compétence clé à développer, collectivement, savoir repérer les signaux faibles. Alors, un signal faible, c'est quoi ? C'est une petite alerte discrète, un petit changement de comportement, de communication. Pris tout seul, ça peut paraître insignifiant, mais c'est souvent le premier signe qu'un problème plus important est en train de s'installer. C'est un peu le murmure avant la tempête. Ces signaux, on peut les observer à 2 niveaux. Au niveau d'une personne, une irritabilité inhabituelle, quelqu'un qui s'isole, qui fait plus d'erreurs, mais il faut aussi avoir un œil sur le collectif. Des conflits qui éclatent plus souvent, une ambiance qui se tend, une qualité de travail qui baisse, ce sont des alertes tout aussi importantes. Du coup, que faire quand on observe ça ? Le premier réflexe, c'est de ne pas garder ça pour soi. Il faut alerter. Ensuite, il est crucial de ne pas chercher un coupable, mais de traiter le problème au niveau du groupe. Et enfin, de ne pas hésiter à faire appel aux experts de la prévention. À l'inverse, il y a des pièges classiques à éviter. Le premier, c'est de faire l'autruche, de nier le problème. Le deuxième, c'est d'attendre la catastrophe pour agir, alors que la prévention coûte bien moins cher. Et le dernier, c'est de saupoudrer des petites actions à droite à gauche, sans une vraie stratégie de fond. On en arrive à la dernière partie, sans doute la plus importante, celle des solutions. Et le message principal est simple. La prévention, c'est une responsabilité partagée. Tout doit partir d'en haut. Les directions doivent donner le ton.
Ça passe par des choses très concrètes, inscrire officiellement les RPS dans l'évaluation des risques, garantir un vrai droit à la déconnexion, former les managers. Mais au-delà de ça, c'est surtout incarner une culture où le bien-être est une priorité et où l'erreur est acceptée. Les managers, eux, sont les chevilles ouvrières. Leur rôle au quotidien est absolument immense. Savoir reconnaître le travail bien fait, veiller à ce que la charge de travail reste gérable, créer des moments où l'on peut parler des difficultés sans jugement, et oser poser la question de la santé mentale en entretien. Mais la responsabilité ne s'arrête pas là. Chaque personne dans l'équipe a un rôle à jouer. En se formant, en osant dire «là, c'est trop», en étant attentif à ses collègues, chacun devient un acteur de la prévention. C'est une culture du soin, pour soi-même et pour les autres. Au fond, cette phrase résume tout. La santé mentale au travail, ce n'est pas un problème individuel. Ce n'est pas juste un dossier pour les RH. C'est un enjeu collectif, fondamental, qui demande que tout le monde, à chaque étage de l'entreprise, se sente concerné. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qu'il faut peut-être garder en tête. Au-delà des grands plans et des belles paroles, dans la vie de tous les jours, dans une organisation, qui prend soin de la santé mentale? La réponse à cette question, c'est sans doute là que se trouve la clé d'un environnement de travail plus sain pour tous,